puis maintenant, je vais appeler donc Bernard Fallery. Alors Bernard Fallery, je le remercie beaucoup d'être venu pour faire cette intervention parce que je ne lui ai pas donné le rôle facile. Hein, je lui ai donné le rôle de détracteur. Voilà, donc je lui ai dit, c'est à toi de lever tous les lièvres, tous les risques, de prendre un petit peu de recul. Donc Bernard, il est professeur émérite à l'université de Montpellier, au laboratoire Montpellier Recherche Management. Et je sais que tu as beaucoup travaillé sur les questions relatives au management des systèmes d'information. Voilà, donc dans ta carrière. Et puis, donc là, tu vas nous parler un petit peu des... Bonjour. Oui, ça, c'est management des systèmes d'information. C'était mon métier de prof et de chercheur. Alors, je ne suis plus prof, je ne suis plus que chercheur, puisque un prof émérite, ça n'enseigne plus. Mais je continue au labo depuis, ça fait déjà 10 ans que je suis retraité pour la Sécu, mais je continue à avoir ma place dans mon laboratoire. J'encadre encore des doctorants et je fais des communications et des papiers. Donc oui, je vais faire un peu controverse. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'était donc management des systèmes d'information. Tout à l'heure, on parlait de DSI. Un de mes plus beaux succès, c'est Nicolas Dieudonné, qui est un de mes étudiants, qui a fait sa thèse avec moi. Et aujourd'hui, il est DSI de Enedis. Donc, jolie carrière. Donc, j'ai formé ce genre de personnes. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Bon, c'est peut-être pour me présenter. Alors, démystifier. Oui, je vais parler, puis je ne veux pas forcément commenter tous mes transparents. En fait, je suis amené assez souvent à faire la controverse pour un peu à la machine à café. Parce que forcément, on me demande, alors, ton IA générative, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, il y a des discussions qui ne sont pas faciles pour essayer de faire comprendre un peu d'abord ce que c'est, mais ça, maintenant, vous le savez, et puis ce que ça n'est pas. Donc, je vais reparler de ces questions d'éthique, des questions d'environnement, des questions de souveraineté. Vous voyez que j'ai fait appel à des gens qui sont un peu connus. Je reviendrai sur Geoffrey Hinton, qui vient donc d'avoir le prix Nobel de physique. Et vous voyez que bon, il y a des mythes sur l'IA générative, puisque ça, ce sont des choses qui ont été dites cette année, et il y a des choses passionnantes. Alors, moi, d'abord, quand on me parle d'IA, à la machine à café, il faut que j'ai 3 phrases que je maîtrise complètement. Ah oui, vous voyez que je suis un dinosaure, hein, et je réfléchissais tout à l'heure. Quand j'étais professeur à l'UT informatique à Montpellier, c'était en 87, donc il y avait des gens qui n'étaient pas encore là, et j'enseignais, je faisais un TD d'informatique, je faisais concevoir des systèmes experts à mes étudiants en allant faire de l'extraction d'expertise auprès des directeurs d'agences bancaires. Donc j'avais un outil qui avait été fait par un collègue pendant sa recherche, un moteur d'inférence, base de connaissances, et je faisais déjà de l'intelligence artificielle. Alors, dans la frise historique, c'est vraiment le dinosaure. Hein, 1987, c'était les systèmes experts. Et donc, il faut que je sache ce que c'est. Alors, ces 3 phrases que vous avez là, je ne vais pas les commenter, parce que vous les connaissez maintenant. J'appuie juste sur un mot. On a beaucoup parlé d'automatisation. Il y a l'IA, il y a les systèmes d'IA, c'est des logiciels, ce n'est pas l'IA. Hein. Et puis, il y a les systèmes d'IA génératifs. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, on a beaucoup parlé d'automatisation, c'est vectorisation. Très important, ça. C'est Yann Lequin qui m'a fait comprendre ça. La vectorisation du monde. Hein, c'est ça, les réseaux de neurones formels, c'est la vectorisation de tout. Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien, on le trouve, il est joli. C'est dans la génération de texte. Le nageur n'a pas pu traverser le lac car il était fatigué. Vous avez compris. Hein, le nageur n'a pas pu traverser le lac car il était trop large. Vous avez compris. Oui, ben ça, justement, c'est de la reconnaissance. Et ce qui a changé depuis 2017, c'est justement ça, c'est la vectorisation qui a permis
de faire l'analyse, non pas pour comprendre, on l'a bien dit, la machine ne comprend strictement rien, mais pour pouvoir faire la différence entre le chat était fatigué, non, le chat est sur le tabouret, il était fatigué. Hein, mais il était fatigué. Le chat dort sur le tabouret, il est fatigué. Nous, on comprend tout de suite que c'est le chat et pas le tabouret. Vous voyez, ce genre de choses. Ben ça, c'est 2017 et c'est la vectorisation de tout qui a permis de faire ça. Alors, ce sont des matrices. On aime bien parler de réseaux de neurones formels. Ce sont des coefficients de matrice. Et quand on parle de deep learning, je ne vais pas vous faire de... Regardez quand même la première formule, ce qu'on appelle, c'est celle de Geoffrey Hinton. Ceux qui ont fait un peu de stats, c'est des moindres carrés. Hein, on va chercher à minimiser la somme des carrés des erreurs. C'est ça qu'on appelle la rétropropagation. Il y a deux termes mathématiques là-dedans. Il y a l'algorithme des moindres carrés et l'autre, c'est la décomposition des dérivés. Donc, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage profond. Quant à l'histoire, pour reconnaître si c'est le nageur qui était trop large ou si c'est le lac qui était fatigué, là, et bien voilà les formules. En fait, c'est ce qu'on appelle la self-attention. C'est ça qui date de 2017 et qui a changé tout. Là, vous avez les réseaux de neurones, plus ou moins profonds, et les derniers qui sont là. Mais, ça, vous le savez. Ce qui m'intéresse, c'est de contester à la machine à café 3 phrases que j'entends, souvent de mes collègues. Et celle qui m'énerve le plus, c'est souvent avec Bruno, parce que Bruno est un collègue très proche de moi. Enfin, c'est pas un collègue, c'est je suis un collègue parce qu'il est prof, mais en tout cas, on est très proches. Et lui, lui, il serait capable de me dire la première phrase, que je trouve horrible. D'ailleurs, il me le dit souvent. On va la commenter. La deuxième, non, ça, la deuxième, il ne me le dirait pas. Ça, mais elle est horrible. Et puis la troisième. La troisième, je ne sais pas, Bruno, il serait peut-être capable de me le dire. C'est ces 3 phrases-là que je voudrais vous commenter. Alors la première, c'est l'IA générative n'est qu'un outil. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors ça, c'est horrible. C'est horrible d'abord parce que c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, on s'est déresponsabilisé complètement en tant que scientifique ou en tant qu'entreprise, manager. Bon, moi je fais des marteaux. Bon, si les gens s'en servent pour les clous, tant mieux. S'ils s'en servent pour assassiner leur compagne, c'est pas mon problème. Je fais des marteaux. Non, mais Bernard, enfin, tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure avec les radiologues. Quand même, un médecin ou un radiologiste peut produire un diagnostic sur la base de l'IA, et cela lui est très utile. Non, mais là, je ne dis pas que c'est pas utile. Je dis que l'IA, c'est pas un outil. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois trop facile de lire ça et extrêmement bête. Parce que... Ah bah, il voulait de la controverse. Hein. Parce qu'il n'oserait jamais me dire l'automobile, c'est un outil. Parce qu'il sait bien que l'automobile, ça a transformé l'urbanisme, ça a transformé la société. L'automobile, c'est nos villes, c'est nos pays, l'automobile, c'est pas un outil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un outil. Donc on parle au moins de dispositif, si ce n'est pas de milieu technique. Et le smartphone, si on dit le smartphone, c'est un outil, bon, bah, après tout, c'est qu'un outil, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mais bon, c'est bien que le smartphone, ce n'est pas un outil, c'est un milieu technique que ça a créé. Donc la réponse est stupide parce qu'elle fait l'impasse sur d'abord toute la sociologie et elle fait l'impasse sur l'économie. Donc elle fait l'impasse sur la sociologie. Alors les sociologues qui ont parlé de ça, c'est en français des gens comme Michel Foucault, comme Gilles Deleuze, ce sont des sociologues des années 80 qui nous ont fait comprendre ce que c'était qu'un milieu technique en tant que société. Et puis en économie. En économie, aujourd'hui, vous avez des économistes qui ont compris que, en fait, on n'a plus d'une économie de marché. Il y a la femme la plus connue sur le capitalisme de surveillance, c'est
Sushana Zuboff, qui est une américaine d'origine indienne, et qui a, comme Kamala, et elle a fait un très gros succès avec Capitalisme de surveillance. Et en gros, si vous voulez, ce qu'elle a montré, c'est qu'il y a une privatisation du savoir. Et c'est ça le capitalisme d'aujourd'hui. C'est la privatisation du savoir. Tout à l'heure, on a entendu dire que Google avait numérisé 8 millions d'œuvres artistiques. Et donc là, en fait, on a 5-6 sociétés qui ont privatisé le savoir. C'est donc plus un marché de la connaissance. Il n'y a plus de marché, il y a ces big tech. Et puis l'autre économiste que j'aime bien vous citer, il s'appelle Cédric Durand. Et c'est lui qui a, si vous trouvez Cédric Durand, le techno-féodalisme. Alors ça, lui dit, il n'y a plus de marché en fait. Le capitalisme est devenu basé sur la servitude et la rente. On est devenus des serfs. Et comme les serfs allaient au moulin et au four communal, et ben nous, on a Waze. Et puis on utilise, parce que le Seigneur veut bien nous donner l'usage gratuit de Waze, alors on est dépendant du Seigneur. Et lui, eh ben, il profite de la dépendance de ses serfs pour obtenir des rentes. Et donc il n'y a plus de concurrence sur les marchés. Le capitalisme a été complètement transformé par ces outils. Donc voilà ce que je voulais dire en disant... dire que ce n'est qu'un outil, ce n'est pas mon problème. Ça fait l'impasse sur toute la sociologie, sur les recherches en économie aujourd'hui. Je suis content parce que tout à l'heure est apparu le nom du prix Nobel d'économie qui a une semaine, qui s'appelle Doran Acemoglu. Et il vient d'écrire un joli texte pour sa leçon de prix Nobel, que vous pouvez trouver. Alors, il y a un site qui s'appelle Le Grand Continent. C'est une espèce de journal, blog, je ne sais pas quoi, gratuit. Le Grand Continent, et c'est sorti hier. Il y a la traduction en français de la leçon de prix Nobel. Enfin, prix Nobel, c'est pas prix Nobel, hein, c'est le prix d'économie en l'honneur de Nobel. Il y a la leçon inaugurale de Doran Acemoglu. Et lisez ça et vous comprendrez que oser dire que l'IA générative, ce n'est qu'un outil, c'est un scandale aussi pour les économistes. Bon, comme il a eu le prix Nobel, il a le droit de parler. Bon, et puis, une absence en plus totale de réflexion éthique. Et là, puisque tu me parlais du médecin, ah ouais, bon, ben alors... Tu blagues et tu perds du temps, Bernard. Il triche, il récupère du temps parce qu'il veut finir à l'heure et il est en retard. Absence de réflexion éthique et il me tiquait un peu sur le médecin. Mettez-vous à la place du radiologue dont on parlait tout à l'heure. Éthiquement, il n'y a que 3 grands principes en éthique. Il y a Aristote, c'est l'homme vertueux. Il y a Kant, c'est la déontologie, les règles. Et puis il y a Bentham, c'est l'utilitarisme. Ce qui est éthique, c'est ce qui sert le mieux pour la société. Si c'est utile pour le plus grand nombre, c'est éthique. Mais imaginez le radiologue qui d'habitude, lui, il a la déontologie comme éthique. L'éthique, c'est le comportement quotidien dans l'action. Ce n'est pas la morale, ce n'est pas le droit, mais c'est comment je me comporte dans l'action. Et le radiologue, qui doit ne pas suivre ce que lui dit le logiciel d'IA générative qui a généré son diagnostic. Il n'est pas d'accord. Imaginez qu'il fasse une conclusion contraire à ce que... Ou le juge. Hein. Le juge, il doit statuer sur la liberté conditionnelle. Et il prend une décision de juge contre l'avis du système génératif de décision. Vous voyez la responsabilité ? Il ne le fera jamais. C'est extrêmement grave. Donc en fait, on perd notre libre arbitre avec ces systèmes de génération. Parce que c'est impossible d'oser aller contre. Parce que à ce moment-là, imaginez qu'il y a un problème derrière. Bernard, oui. Accélère, parce que je sais qu'il y a encore 2 concepts après. Oh, mais ça va aller vite, tu vas voir.
La deuxième truc insupportable à la machine à café, c'est bientôt une IA forte dépassera l'intelligence humaine. Alors là, c'est facile. Vous dites aux gens, écoute, il ne faudrait pas oublier de mettre un S à intelligence. Parce que intelligence, on l'a dit, c'était un mot qui d'abord ne veut pas tout à fait dire ce que nous on appelle intelligence en français à l'époque. Et puis c'était surtout pour obtenir des financements pour les projets en 1956. Donc, il y a plusieurs intelligences. Et là, je vais quand même dire un mot. Il y a un bouquin extraordinaire qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Ça a déjà plusieurs années. C'est Démurger, j'ai oublié son prénom. « La fabrique du crétin digital ». Le bouquin que je devrais écrire, là, mais il faut que je me dépêche, c'est « La fabrique du crétin génératif ». Parce que Démurger, le crétin digital, c'est surtout des écrans. Les enfants qui sont sur les... Alors le crétin dégénératif, le voilà. L'IA, c'est effectivement une prothèse cognitive. Alors cette prothèse cognitive, on va dire, oh, ben, c'était comme le calcul mental. Maintenant, on n'a plus besoin de faire de calcul mental. Bon, ben, on n'a plus besoin de savoir écrire. Ben oui, mais on n'a plus besoin de savoir penser non plus, alors. Donc ça, c'est le premier problème. Plus d'efficacité, d'accord, mais c'est la dégénérescence de la curiosité. Parce que aller à l'école, désir d'apprendre, mais désir d'apprendre quoi? À quoi ça sert d'apprendre? Parce que de toute façon, le résultat, on l'a de façon tellement plus efficace. Et puis, plus de corrélation. Alors ça c'est très embêtant parce que là, ça remet en cause la science. L'océan de corrélation que fabrique un système d'IA générative n'a rien à voir avec l'explication. Mais qu'est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est uniquement de la prévision ou est-ce que c'est de la théorisation? Alors il faut réfléchir à ça parce que ça nous emmène très très loin. Si finalement, quand ça prévoit pas mal à 99%, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se casser les pieds à faire des modèles, des hypothèses, à mettre 100 ans pour montrer qu'il y a des ondes gravitationnelles, hein. Einstein, c'était 1916, et les premières ondes gravitationnelles qu'on a trouvées, c'est 2016, oui, 100 ans après. L'explication scientifique n'a aucun intérêt si on peut prévoir. Extrêmement dangereux. Et puis la troisième phrase, et donc j'arrête, c'est « on n'arrêtera pas l'innovation ». Alors, je vous propose d'aller lire sur Le Grand Continent, hein, la leçon inaugurale d'Aaron Acemoglu. Et je dirais juste là que quand vous savez, la phrase, elle est bonne, c'est « celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est un fou ou... Hein, c'est un fou ou bien c'est un économiste. » Bon, alors, il faut peut-être dire que nos hommes politiques, ils sont conseillés par des économistes. Alors, eux, ils sont fous, ils sont conseillés par des fous. Bon. Non, j'ai pas eu beaucoup de temps. Hein. Ah bah, Je vous ai pas parlé de la réglementation IA. Bon, un grand... Il y a 15 jours, oui, normalement on avait... Le micro. Le micro. Mais pas longtemps. Hein. Ouais, je suis hors temps. La Californie, le gouverneur de Californie, il a mis son veto à la loi californienne sur la réglementation de l'IA. C'était le 30 septembre. C'est une catastrophe pour la suite des événements. Ça va être dur, hein, de faire de la réglementation. Il n'y a qu'une façon, c'est grâce à des lanceurs d'alerte, grâce à des scandales et des lanceurs d'alerte sur les scandales. Tant qu'il n'y aura pas un scandale de l'IA révélé par un lanceur d'alerte, il n'y aura pas de réglementation. C'était le mot de la fin, Bernard. Hein, c'est ta conclusion. On applaudit.